Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Il y a 2 jours, je vous ai parlé de Ceci, Vie et Destin de Vassili Grossman, un livre bouleversant. Et j'ai entrepris de le lire à haute voix. J'ai entrepris de le lire à haute voix pour m'imprégner de cette terrible souffrance qui se dégage de ce livre. Vous savez, Vassili Grossman a mis 10 ans à l'écrire. Alors, je vais vous lire un passage où une mère trouve enfin la... Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Bien, toi? Oui, Oh, on est bien chez vous quand même. oui. Je m'attendais pas à ça. Alors, si ça vous gêne pas, je vais continuer ma lecture. Lecture à voix haute pendant. Ah, pas de problème. D'accord. On va peut-être me faire découvrir quelque chose. Ouais. Et voilà, elle avait enfin trouvé Tolia. Il lui était souvent arrivé de chercher à deviner où il était, ce qu'il faisait, à quoi il pensait. Son petit dormait-il adossé à la paroi d'une tranchée? Buvait-il du thé, le quart dans une main et un morceau de sucre dans l'autre? Courait-il sous les balles à travers un champ? Elle voulait être à ses côtés. Il avait besoin d'elle. Elle lui aurait rajouté un peu d'eau dans son corps. Elle lui aurait demandé: Tu ne veux pas encore de pain? Elle l'aurait aidé à se déchausser et aurait lavé ses pieds couverts d'ampoules. Elle lui aurait mis une écharpe autour du cou. Mais chaque fois il s'esquivait, et elle ne parvenait pas à le trouver. Et maintenant, elle avait enfin retrouvé Tolia, mais il n'avait plus besoin d'elle. Il semblait que le ciel s'était vidé de son air, comme si on l'avait pompé, et il n'y avait plus au-dessus d'elle que vide et poussière sèche. Et l'énorme pompe ayant vidé le ciel de son air continuait à pomper en silence. Et non seulement le ciel disparut, mais il n'y avait plus ni foi, ni espoir pour Lyudmila. Il n'y avait plus dans l'immensité vide qu'un tertre de mottes de terre gelée. Tout ce qui était en vie, Nadia, les yeux de Victor, sa mère, les bulletins du front, tout avait cessé d'exister. Toute vie avait cessé de vivre. Dans le monde entier, seule Tolia était en vie. Mais quel silence tout autour. Savait-il qu'elle était venue? Ludmilla s'agenouilla et redressa la planchette, doucement, pour ne pas déranger son fils. Il se mettait toujours en colère quand elle lui arrangeait ses cols, quand elle l'accompagnait à l'école. Me voilà. Et toi, tu devais te demander pourquoi ta maman ne venait pas. Elle parlait à mi-voix, de peur d'être entendue par les passants de l'autre côté de la grille. Des camions passaient. Un vent bas soulevait la poussière sur l'asphalte. Des marchandes de lait avec leurs bidons, des hommes portant des sacs, des écoliers en bonnet d'uniforme et vestes boîtinées longeaient la grille. Mais ce monde plein de mouvements n'était plus pour elle qu'une image floue. Quel silence! Elle parlait avec son fils, se souvenait des détails de leur vie passée, et ces souvenirs, qui ne vivaient plus que dans sa conscience, emplirent l'espace d'une voix d'enfant, de pleurs, du bruissement d'un livre d'images qu'on feuillette, du tintement de la cuillère contre le bord de l'assiette blanche, du grésillement d'une radio à galène, du crissement des skis sur la neige, du grincement des tolets sur l'étang des vacances, du froissement d'un papier de bonbons que l'on jette, des visions fugitives d'un visage d'enfant, de ses épaules, sa poitrine. Son désespoir avait ramené à la vie les larmes, les chagrins, les bonnes et mauvaises actions. Ils existaient, concrets et perceptibles. Ce n'étaient pas des souvenirs du passé, mais des émotions du présent qui s'étaient emparées d'elle. Pourquoi faut-il qu'il lise toute la nuit avec cet éclairage? Il s'abîme les yeux, porter des lunettes à son âge. Pourquoi l'a-t-on couché sans rien, juste un maillot de peau, pieds nus? Il faudrait au moins une couverture. La terre est glacée et les nuits si froides.
Soudain, Ludmilla se mit à saigner du nez. Le mouchoir devint lourd de sang. La tête lui tourna. Tout s'obscurcit. Durant un bref instant, elle crut qu'elle perdait connaissance. Elle ferma les yeux et quand elle les rouvrit, le monde ramené à la vie par son désespoir avait déjà disparu. Seule la poussière soulevée par le vent tourbillonnait au-dessus des tombes. Tantôt l'une, tantôt l'autre se mettait à fumer. L'eau vive qui avait jailli de dessous la glace et qui avait sorti Tolia de la nuit avait reflué, disparu, et le monde qu'avait créé le désespoir d'une mère, le monde qui, brisant les chaînes, avait voulu devenir réalité, ce monde s'était évanoui. Le désespoir de la mère avait, tel le Seigneur, sorti le lieutenant de sa tombe et avait couvert le ciel de nouvelles étoiles. Au cours des minutes qui venaient de s'écouler, il était seul en vie dans le monde entier, et par lui existait tout le reste. Mais la force de la mer n'avait pu soumettre plus longtemps les foules humaines, les océans, la terre, les villes à son fils mort. Elle porta son mouchoir à ses yeux. Les yeux étaient secs et le mouchoir humide de sang. Elle sentit que son visage était barbouillé de sang séché. Voûtée, résignée, elle commençait imperceptiblement à admettre la mort de Tolia. Les gens de l'hôpital avaient été frappés par son calme, ses questions. Ils n'avaient pas compris qu'elle était incapable de ressentir ce qui était pour eux une évidence, l'absence de Tolia parmi les vivants. Son amour pour son fils était si fort que la force du fait accompli ne pouvait en venir à bout. Il vivait toujours. C'était une folie que personne ne voyait. Enfin, elle avait retrouvé Tolia. Une chatte, ayant retrouvé son chaton mort, se réjouit et le lèche. L'âme traverse de longues années, parfois des décennies de souffrance, avant d'ériger, pierre après pierre, sa tombe au-dessus de l'être cher, avant d'admettre sa mort. Les soldats avaient fini leur travail et étaient partis. Le soleil s'apprêtait à partir. Les ombres des piquets sur les tombes s'étaient allongées. Ludmilla resta seule. Elle se dit qu'il fallait annoncer la mort de Tolia à la famille, à son père, à son vrai père, celui qui était dans un camp. À quoi pensait-il avant l'opération? Comment le nourrissait-on? À la petite cuillère? Avait-il pu dormir un peu, couché sur le côté ou sur le dos? Il aime la citronnade sucrée. Comment est-il maintenant? Lui a-t-on rasé les cheveux? Le monde autour d'elle, sans doute sous le poids de sa douleur, devenait de plus en plus sombre. Elle pensa soudain que son malheur serait éternel. Victor mourrait, les petits-enfants de sa fille mouraient, et son malheur vivrait toujours. Quand son angoisse devint insupportable, la frontière entre le réel et le monde qui vivait entre Ludmilla s'effaça de nouveau, et l'éternité recula devant son amour. Ce n'était pas la peine, se dit-elle, d'annoncer la mort de Tolia à son père, à Victor, à tous les proches. Après tout, rien n'était sûr. Il valait mieux attendre. Peut-être que tout finirait par s'arranger. Elle murmura. Toi non plus ne dis rien à personne, rien n'est sûr. Peut-être que tout va s'arranger. Ludmilla couvrit d'un pan de son manteau les pieds de Tolia. Elle retira son fichu et en couvrit les épaules de son fils. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Pourquoi ne t'ont pas donné de couverture? Couvre-toi bien les pieds, au moins. Dans une sorte de demi-sommeil, elle continuait à parler avec son fils, lui reprochait ses lettres trop brèves. Elle se réveillait, remontant le fichu que le vent avait fait glisser. Comme c'était bien d'être seuls, tous les deux. Personne ne les dérangeait. Personne n'aimait Tolia. Ils disaient tous qu'il était laid. Il a de grosses lèvres. Il se conduit de façon bizarre. Il est irritable. Il se vexe tout le temps. Elle non plus, personne ne l'aimait. Tous ses proches ne voyant en elle que des défauts. Mon pauvre garçon, mon doux, mon bon, mon malheureux garçon. Lui seul l'aimait et maintenant la nuit dans ce cimetière, lui seul restait avec elle. Il ne la quitterait jamais. Et quand elle ne serait plus qu'une vieille inutile, il l'aimerait toujours.
comme il est désarmé dans la vie. Il ne sait pas demander, il est timide, ridicule. La maîtresse dit qu'il est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Il le taquine, se moque de lui, et il pleure comme un enfant. Tolia, ne me laisse pas. Puis le jour se leva. Une aurore rouge et glacée gagnait la steppe. Un camion passa dans un grondement. La folie s'était en allée. Elle était assise à côté de la tombe de son fils. Le corps de Tolia est recouvert de terre. Il n'est plus. Elle vit ses doigts sales, le mouchoir qui traînait par terre. Ses jambes étaient engourdies. Elle sentait que son visage était couvert de taches. Sa gorge était sèche. Tout lui était indifférent. Si quelqu'un lui avait dit que la guerre était finie, que sa fille était morte, si quelqu'un lui avait donné un verre de lait chaud, elle n'aurait pas bougé, n'aurait pas tendu la main. Son cerveau était vide. Tout était inutile. Il ne lui restait plus qu'une souffrance régulière qui lui serrait le cœur et écrasait ses tempes. Les gens de l'hôpital lui disaient quelque chose sur Tolia. Elle voyait leur bouche s'ouvrir mais n'entendait pas les mots qui en sortaient. Elle vit par terre la lettre qu'elle avait reçue de l'hôpital et qui avait dû tomber de sa poche. Elle n'avait pas envie de la ramasser, d'en enlever la poussière. Elle ne pensait pas à Tolia quand, 2 ans, il poursuivait, tricotant des jambes, têtu et patient, un criquet. Elle ne pensait pas à l'infirmière à qui elle avait oublié de demander comment il était couché le matin de son opération, le dernier jour de sa vie, sur le côté ou sur le dos. Elle voyait la lumière du jour, elle ne pouvait pas ne pas la voir. Soudain, elle revit Tolia. On fêtait ses 3 ans. Le soir, on avait servi le gâteau d'anniversaire et il avait demandé « Maman, pourquoi? Il fait nuit. C'est pourtant mon anniversaire aujourd'hui. » Elle voyait les branches des arbres, les pierres du cimetière, la planchette avec le nom de son fils, Chapok, était écrit en grosses lettres, mais il n'y avait pas de place pour Nikov, et les lettres étaient petites, serrées, les unes contre les autres. Elle ne pensait pas. La douleur était partie. Tout était parti. Elle se leva, ramassa la lettre, enleva une motte de terre de son manteau, l'épousseta, essuya ses chaussures, secoua longuement son fichu jusqu'à ce qu'il retrouve sa couleur blanche. Elle le noua autour de sa tête, ôta avec une des pointes la poussière sur ses sourcils, frotta les taches de sang sur ses lèvres à son menton. Elle se dirigea vers le portail sans se retourner, d'un pas égal, sans se presser, mais sans s'attarder.